La Belle Verte vous propose une rencontre avec Thérèse Koller. Elle s'est installée il y a 15 ans comme bergère sans terre dans la forêt de la Double. J'ai eu la chance de passer un moment privilégié avec elle, entourée de son troupeau, de ses chiens, dans le cadre somptueux du Clos de Cressac. Je vous y emmène. Avance encore! C'est quoi ces feignantes? Avance! C'est quoi cette bande de feignants là? Avance! Viens! Viens, hop! Hop! Viens, viens, là! Saloperie. Les gens qui ont acheté ça, en fait, ont investi de l'argent pour faire de l'agriculture régénérative. En fait, ils voulaient acheter de la forêt. À l'origine, ils voulaient acheter de la forêt et la laisser à l'État. Et puis, ils ont trouvé ce domaine, ils en sont tombés amoureux et ils s'y sont même installés. Voilà. Et après, c'est un endroit qui a beaucoup changé de propriétaire. Et très souvent, il y avait un élevage de chevaux et les chevaux, ça abîme beaucoup les prés. Dans cette grande zone, il n'y avait presque qu'une sorte d'herbe. Voilà, une prairie vraiment très très appauvrie. C'était aussi longtemps de la monoculture, maïs ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils ont créé cette skyline, je crois on dit, et qui consiste à suivre la courbe de niveau, de faire un fossé, un talus, et ils ont planté des arbres et des arbustes là-dessus. Et puis donc moi, mon boulot, c'est de venir une fois tous les 6 mois à peu près, et de faire manger l'herbe et d'améliorer le terrain avec les brebis qui nettoient, qui crottent, qui enrichissent, qui diversifient. Talos! Voilà. Alors, il faut que je fasse attention qu'ils n'aillent pas manger les arbres fruitiers, les arbustes. Mais après, je choisis moi-même où c'est que je fais pâturer, où c'est que je fais des parcs où je les mets. Quand je fais des parcs, elles nettoient plus intensément, et quand je les garde, elles mangent les herbes qui leur plaisent, quoi. Toute l'année, ton parcours se détermine en fonction de ce type d'appel, par exemple? Comment ça se passe? Comment tu détermines ton itinérance? Alors, c'est l'herbe. En fait, c'est les gens... Enfin, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. Et les gens sont venus vers moi pour me dire, tiens, tu peux venir là, tu peux venir là. Et petit à petit, il y a un circuit qui s'est fait, qui est relativement stable. Et donc ici, je reste jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'herbe. Et puis, quelques jours avant, j'informe le prochain propriétaire. Enfin, je vais au prochain endroit le plus près. J'essaye de faire une boucle. Et je l'informe que je viens, je me renseigne si c'est toujours d'accord que je fasse manger. Hop. Et puis je les déplace à pied. Des fois, il y a des gens qui m'accompagnent et puis je les déplace au prochain endroit. C'est ça ta vie? C'est ça ma vie. Exact. T'es née bergère ou t'es... Non, t'es pas née bergère. Non, je suis tombée dedans quand j'avais 20 ans. Ouais, donc ça Je me fait suis dit, longtemps. c'est ça que je veux faire. Et du coup, je l'ai fait et je l'ai toujours fait. Où tu vis? Comment ça se passe? Alors, souvent, je fais suivre ma petite caravane. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai plein de trucs à faire encore pour finir ce chantier de tonte. Je n'ai pas encore rangé la laine et tout et tout. Et sinon, je fais des allers-retours en voiture. J'habite à Échourgnac. Et mes pâturages sont dans un rayon de 20 km autour de la maison. Ouais, donc ça se fait, mais je préfère quand même rester parce que déjà ça fait une économie d'essence, de gasoil, et puis j'aime bien être là.
j'aime bien voir ce qui se passe. Parce que là, je suis en train de voir que dès que tu checkes pas bien le troupeau, ça part dans tous les sens. Oui, parce qu'elles commencent à manger là, ils ont faim. Après, elles vont plus se poser. D'accord. Et en fait, le temps où je garde, c'est prévu à ce qu'ils puissent s'étaler sur une grande surface et manger ce qui leur convient. Bon, ici, j'ai un petit recoin. Je me suis un peu mal débrouillée avec mes parcs enfilés. Du coup, j'ai un recoin là qu'il faut qu'elles mangent comme ça parce que c'est trop petit pour faire un parc. Mais après, je vais les envoyer là-bas en bordure. Elles vont aller un peu dans la forêt, des trucs comme ça. D'accord. Donc là, les filets qu'on voit installés autour de l'endroit où tu souhaites qu'elles mangent, ça c'est à toi, c'est toi qui installes ça. Oui, tous les jours, je leur installe un parc comme ça. Et l'après-midi, je les mets dans ce parc-là. Elles mangent l'après-midi, la nuit, enfin suivant la saison, elles mangent l'après-midi, en été, elles mangent la nuit. Voilà. La nuit, donc du coup, tu les parques dans un endroit où elles ne peuvent pas du tout bouger, quoi. Oui, en théorie. Hein. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, là, tes compagnons, les chiens, ils prennent le relais, j'imagine. Non, les chiens, ça ne travaille pas tout seul, ça travaille avec moi. Tranquille un peu là. Mais lui, il va les suivre, hein, là où elles vont. Il va pas les cadrer. C'est qui le patou? Le blanc? C'est pas un patou, c'est un marème des Abruzzes. En fait, il ressemble beaucoup, mais c'est les chiens de protection des Abruzzes. Et j'ai choisi ça parce que je trouve que c'est compliqué, un chien de protection. Il faut qu'il protège, il ne faut pas qu'il agresse les gens, il faut... Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est toute une histoire et je pense que j'ai des meilleures chances avec un marème des Abruzzes parce que dans les Abruzzes, le loup, il n'a jamais disparu. Du coup, les lignées de protection de chiens de protection sont intactes, tandis que dans les Pyrénées, les patous, à un moment donné, on n'avait plus besoin d'eux. Du coup, c'est devenu des chiens de ferme, de cour, voilà. Et quand le danger est revenu, qu'on a eu besoin de chiens de protection, bah, ils ont rassemblé tout ça, et puis il y a un peu de tout, des bons, des moins bons. Voilà. Du coup, voilà, comme je ne suis pas très bon à ça, j'ai essayé d'avoir toutes les chances de mon côté. Il est jeune, hein, il a juste un an passé. On ne sait pas encore si ça a marché ou pas. Moi, ce que je constate, c'est quand même que c'est un métier assez technique. Hein. Oui, ça a sa technicité. C'est pas le côté technique, c'est plus dans le choix d'herbe. Danos, dégage. Dans les choix d'endroits, enfin, il faut arriver à nourrir correctement ces brebis avec ce que tu trouves dehors. Du coup, il faut quand même un peu s'intéresser, voilà, qu'est-ce qui pousse où et quand et comment et voilà. Mais bon, après, je me fais aider par elles. Hein. Si je les lâche là comme ça, ben, chacune va manger ce qu'elle a besoin. Et j'ai pas besoin de leur apporter une casserole de grains, une casserole de ci et de ça. La seule chose que j'ajoute, c'est du sel. C'est les minéraux. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas toujours assez de minéraux? Ben, oui, ça leur apporte les oligo-éléments. Ah oui. On est quand même dans une zone pauvre, acide. Voilà, il n'y a pas tellement de diversité d'herbes comme par exemple en montagne. Et ça, je prends du sel déclassé de l'île de Ré. Ça, c'est nouveau, ça. Je suis très fière de ça. Du coup, je me fais une virée à l'île de Ré de temps en temps. Danos! Raki, avance là-bas. Hop, allez. C'est une installation simple, peu coûteuse et c'est valorisant pour le lieu où on est parce que ça crée du lien entre les gens, comme ici dans la Double où quand même les gens ils vivent très espacés. Et puis voilà, moi j'en vis même bien, enfin de ce que je pense, bien sûr, je fais toujours partie des pauvres, mais j'ai pas du tout envie de faire partie des riches et pour une pauvre, je vis très bien, je trouve. J'ai un métier qui me correspond, je gagne assez d'argent pour acheter ce que j'ai besoin et payer mes factures et voilà. L'inconvénient de ce boulot-là, c'est quand même qu'il faut y être tous les jours. Et ça, les gens sont plus tellement prêts à ça.
viens. Raki, viens. Toi, tu fais partie de l'histoire aujourd'hui, moderne, enfin contemporaine de cette forêt. Oui. C'est comment on va trouver à voyager, à expliquer aussi cette forêt, comment elle a vécu, comment elle vit et comment on la projette dans l'avenir. Qui permettrait en tous les cas à plein de gens de comprendre, pourquoi sa biodiversité elle est fragile, et deux, pourquoi aujourd'hui des métiers comme les tiens et d'autres, parce que je comprends qu'à travers ton métier, il y a du coup la laine, il y a du coup tout ce qui va être viande, etc. Il y a plein de choses qui découlent en fait de ton métier. Oui. Ça va être aussi permettre à d'autres de s'installer parce que toi, tu auras travaillé la terre qui leur permettra. Ouais. Tu vois, comment on raconte tout ça? Moi, je me suis quand même beaucoup posé la question, comment ça se fait que ça a si bien marché? Parce que j'étais arrivée un peu penaud, voilà. Et voilà, et les gens, ils étaient dubitatifs, tu les rentres jamais, et puis, ah bon, elles mangeront que dehors, et ça pourra pas marcher, et puis ça a super bien marché, et les gens, ils ont été vraiment, ils ont vraiment joué le jeu, voilà, ça a tout de suite matché comme ça. Et il y a 1 an ou 2, j'ai rencontré le responsable du musée Boulgre, qui voulait faire qui faisait un reportage, une frise en quelque sorte, pour montrer comment la double, tout le monde était là à produire, à manger, et petit à petit, tout le monde est descendu dans la vallée pour faire tourner les usines, et comment ça s'est fait, et il voulait finir sur une note un peu positive, et du coup il voulait finir avec le troupeau, voilà, tu vois, quelque chose qui revient, et c'était chouette avec... Du coup, il est venu faire des photos, tout ça. Et il m'a raconté qu'avant le barbelé, c'était ça, l'agriculture dans la double. Chacun avait ses espaces et il faisait manger ses bêtes dans cet espace-là et l'autre dans l'espace là-bas. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est déjà fait avant. Et voilà, c'est juste la suite de quelque chose, en fait. Et moi, je trouve ça marrant. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a marché. Voilà. C'est que c'était peut-être déjà ancré dans un héritage. Oui. Moi je me suis dit, ça c'est ma réponse. Pourquoi ça a si bien fonctionné? Parce que je ne suis pas arrivée... Culturellement, culturellement, les gens étaient prêts. C'est ça qui est marrant. En fait, dans la double, tu sais, on dit toujours « Oh, les doubles sont arriérés, il n'y a rien, c'est des gens pauvres. » Et c'est... Eugène Leroy qui a beaucoup contribué à cette image du paysan de Doubleau qui crève la faim, qui attelle sa femme pour labourer, tous ces des conneries je pense. Et en réalité je crois, alors bon je m'avance un peu, je ne connais pas si bien que ça. Avance. En réalité on vivait très bien ici parce qu'on avait des poissons dans les étangs, on avait des champignons dans la forêt, du gibier, les troupeaux, c'est... Alors, moi, une fois, j'ai entendu « Avance ! Hop ! Allez, chope-les ! Allez, chope ! Allez ! Lance ! Hop !» Sale prix de chien. Ça y est, ils ont compris. Ouais, ça n'en marre. Ils disent « Oh, ils sont là. » On s'en fout. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire Tu parlais de... Oui, Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que à la foire de Montpont, à la foire aux bestiaux de Montpont, tout le monde attendait les veaux de la double. Parce que c'était les plus beaux. Et moi, j'ai vraiment constaté ça, que c'est une terre d'élevage. C'est vrai que quand tu vois leur champ de maïs, tu montes à Ribérac, leur maïs ici, il est comme ça. Il y a sur les coteaux là-bas, il est comme ça. Tu vois, ça t'encourage un peu. Tu vois. Par contre, les animaux, mais ils s'y plaisent. Mais c'est vraiment un pays d'élevage. Et du coup, je ne pense pas vraiment. Bon, les gens étaient pauvres. À la campagne, les gens ont toujours été un peu pauvres. Mais je pense il y avait des époques où on vivait très bien dans la double, mais même très très bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et ça se remarque aussi avec les gens. Ils ont cette espèce
de gestion de leur truc. Moi, ça a un peu disparu parce que depuis 15 ans, 10 élevages de vaches qui ont fermé boutique parce que voilà, le gars il a pris sa retraite, il n'y a personne qui venait derrière. Mais moi, je suis allée au tout début, je suis allée dans une ferme et je trouvais cette façon qu'ils ont de travailler, cette précision, cette lenteur. Enfin, c'est vraiment, ça avait vraiment quelque chose. Moi, ça m'a impressionnée. Et Raki, qu'est-ce que tu fais là de faire des tours? Allez, hop. Ça m'a vraiment tout de suite plu ici. Cette façon qu'ils avaient de... Et t'as envie d'être comme eux, tu vois. Tu les vois faire et tu te dis, oh, c'est ça que je veux faire. Tu vois, et ça, c'est un peu perdu dans le monde agricole. Hein. Ouais. Moi, je ne connais pas maintenant de ferme où je pourrais te dire, tiens, on va aller voir un tel, tu vas voir comment ils font. Ça a tout disparu. Moi, j'ai vraiment pu voir les dernières années d'une époque et ça s'est arrêté. Et maintenant, le monde agricole, c'est quand même plus... voilà, c'est des soucis, c'est du travail du matin au soir. C'est vraiment une époque qui s'est arrêtée et j'aimerais bien renouer à ça, tu vois. Et les gens, ils me le disent des fois, oh, qu'est-ce qu'elles sont gentilles, tes brebis, et ça c'est vraiment, pour moi, c'est une fierté. Hein, quand tu dis ça, je suis vraiment super contente. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, t'as combien de bêtes là? Là, on a tondu 590. Ouais, c'est énorme. Ça fait combien de kilos de laine, ça? Je sais pas trop, peut-être 300. 300 kilos de laine? Oui. Ah ouais. Qui est aussi, toi, une source de revenus? Ouf, j'ai gagné 70 € l'an dernier. Ah ouais. J'ai beaucoup brassé de l'argent, mais au final, parce que ça c'est un peu mon projet là actuellement, c'est de... Allez, sors-les de là, on a dit, hop. Voilà. Parce que on aimerait que ce renouveau... Thanos, ce renouveau et ce re-intérêt pour la laine par des lainières, parce qu'actuellement, il y a quand même des gens qui en vivent. On aimerait relier ça au monde agricole pour pas que les lainières soient comme ça dans le vide. Tu vois, une lainière, elle va venir dans ton chantier tonte et puis elle va faire tout un cinéma. Oui, est-ce qu'on pourrait faire ça proprement? Et je récolterai de la laine et je la payerai mieux et tout ça. Et l'éleveur, il est juste là à se dire, oh putain, la laine vaut rien. Le chantier tonte, c'est long, c'est pénible. On ne sait pas quoi en faire de la laine après. Il faut payer. Et en plus, elle vient pour prendre peut-être 1/10 de la récolte. Et en plus, il faut ralentir le chantier, il faut ci, il faut ça. Et ça les exaspère. Et du coup, les lainières, elles sont un peu exaspérées par ce monde agricole qui ne peut pas comprendre que ça serait quand même mieux de récolter ça proprement. Tu vois, il y a tout un décalage là. Et on aimerait travailler sur ce décalage parce que nous, on aimerait avoir des lainières qui viennent, qui valorisent tout ça. Et du coup, moi, ça fait... Enfin, au départ, j'ai stabilisé ma vente d'agneaux, tout ça. Une fois que ça tournait, j'ai un peu regardé du côté de la laine. Et au début, j'étais tondeuse aussi. Et je récoltais 3 tonnes de laine que je vendais 1 € le kilo et ça allait bien, tu vois, ça payait le gasoil de la tournée. Après, ça partait dans le marché mondial, tu vois, enfin, c'était pas quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, qu'est-ce que je pourrais faire de cette laine, à chercher des gens qui me la transformeraient, puis je pourrais revendre. J'ai fait des projets qui n'ont pas du tout marché. Et après, j'ai rencontré une tisserande, une voisine, qui m'a dit, tiens, je te fais un prototype d'un tapis, et puis on va voir. Et puis du coup, après, moi je m'imaginais, ouais, je lui donne la laine, et puis elle travaille, et voilà. Puis elle n'avait pas du tout vu ça comme ça. Elle a dit, ah, mais tu sais filer, alors c'est toi qui vas filer la laine. Du coup, j'ai acheté un rouet avec une grosse entrée
pour faire un gros fil grossier. Et ça va très vite. Et puis je fais des grosses pelotes. Et puis elle fait donc le tapis derrière. Et ça, c'est un projet qui marche. Mais ça marche pour même pas 100 kilos de laine, tu vois, sur les 600. Mais elles ne se rendent pas compte que quand tu as tout ça, là, 6 mois après, tu as pareil ça, tu vois. Et entre-temps, il faudrait tout écouler, tu n'y arrives pas. Et tu vois, c'est là qu'il y a un énorme décalage là-dessus. Et du coup, je me suis dit, on pourrait faire une charte, tu vois, et dire à l'éleveur, voilà, pourrait avoir cette machine en Cuma ou je ne sais rien, tu vois. Et on pourrait essayer de faire en sorte à ce que l'éleveur il produise pour un pourcentage de sa récolte en quelque chose de noble, tu vois. Et comme ça lancerait, tu vois, ça amènerait tout le monde dans la même direction. Et moi, ça m'intéressait énormément de faire ça. Mon problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps et que je sais pas monter des dossiers, que je sais pas aller frapper aux bonnes portes et dire tiens, file-moi 100 000 balles, je veux acheter une machine comme ça. Tu vois, c'est toute cette problématique. Mais j'y pense tout le temps et j'en parle tout le temps. Et à un moment donné, Tu vas le faire. mais ça fait pas manger les brebis. Et c'est ça mon métier.